Vous connaissez sans doute la version officielle de la mort tragique de John F. Kennedy. Le 22 novembre 1973, il a été décapité. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Tout ce qui a été dit est un mensonge. Vous vous demandez peut-être comment je le sais. La réponse est simple. J'étais le garde du corps personnel du président et je connais le secret qu'il a gardé avant la tentative d'assassinat. Un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire. Je m'appelle Clint Hill et j'ai servi pendant de nombreuses années dans les services secrets des États-Unis. Pendant de nombreuses années, j'ai gardé un secret qui était devenu plus dur pour moi que la vie elle-même. En 1960, j'ai gardé Jacqueline Kennedy, la première dame, alors que John F. Kennedy était encore un sénateur qui rêvait de changer notre pays. Au fil des ans, alors qu'il devenait de plus en plus déterminé, je suis devenue non seulement une gardienne, mais aussi une voleuse de l'ombre. Une personne de confiance qui était là pour lui, quand personne d'autre ne pouvait l'être. Le président me connaissait mieux que quiconque, et ce fardeau de confiance s'est alourdi de jour en jour. J'ai vu plus de choses que je n'aurais dû voir. J'ai entendu plus de choses que je n'aurais dû. La Maison-Blanche était un lieu plein de secrets. Certains étaient inoffensifs, d'autres pouvaient changer le cours de l'histoire. C'est l'un de ces secrets qui a conduit à la mort du président. Un secret que j'étais la seule à connaître et que j'avais gardé caché pendant des décennies pour ma famille. J'ai 2 enfants et les élever a été ma plus grande réussite depuis que je sers mon pays. Mais la vérité, tel un fantôme inquiétant, me hante chaque nuit. Depuis ce jour fatidique à Dallas, j'ai revécu encore et encore les moments qui ont précédé la mort de Kennedy. Et la vérité est la suivante. John F. Kennedy n'est pas seulement mort d'un coup de feu. Il est mort parce qu'il en savait trop. Et je suis le seul à pouvoir vous dire ce qui s'est réellement passé. Tout a commencé quelques 2 mois après son entrée en fonction. La tension à la Maison-Blanche était telle qu'elle n'avait jamais existé auparavant. C'était la nuit du 20 avril 1961. Tout semblait normal. Calme, fraîcheur tranquille, la pleine lune projetant des ombres longues et profondes sur le jardin. Mais cette nuit-là, quelque chose a mal tourné. Je me tenais à mon poste, scrutant les alentours, quand soudain j'ai entendu un cri désespéré, viscéral, que je n'avais jamais entendu auparavant, et qui semblait provenir du président lui-même. « Oh mon Dieu !» a été le cri, suivi d'un grondement, comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol. Mon cœur s'est accéléré et je me suis précipité dans le bureau ovale. Les couloirs de la Maison-Blanche semblaient vides et sinistres, la plupart du personnel étant parti pour la nuit. Mes pas résonnèrent dans les couloirs lugubres jusqu'à ce que je pousse la porte et atteigne le bureau du président. Et là, je l'ai vu, John F. Kennedy, debout au milieu de la pièce, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il tremblait, ses lèvres bougeaient, mais il n'émettait aucun son cohérent. Je me suis approché prudemment et je l'ai appelé par son nom. « Monsieur le Président, vous allez bien ?» Au son de ma voix, il a répondu, mais pas comme prévu. Sa voix semblait résonner d'une autre dimension, à peine audible, presque comme un murmure, rempli d'une terreur incommensurable. Ils existent. Ces mots ont pénétré mon âme, laissant une marque indélébile d'horreur. Dès que je les ai entendus, quelque chose s'est crispé en moi, et un frisson s'est emparé de chacune de mes cellules. « Qui sont-ils » demandai-je en essayant de rester calme, mais la réponse que j'attendais n'est pas venue. Le président s'est contenté de tourner silencieusement son regard vers la fenêtre, où d'étranges lumières scintillaient au-delà du jardin, comme si quelqu'un nous observait furtivement depuis l'autre côté de l'horizon. Un sombre pressentiment enveloppait la Maison-Blanche comme une ombre invisible, et j'ai compris que le secret qu'il gardait n'était pas un simple secret d'État. C'était un secret capable de faire voler en éclats tout ce que nous savions sur le monde.
un secret aux conséquences désastreuses pour l'ensemble de la civilisation. Après cette vision nocturne fatidique dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, tout a commencé à changer. À partir de ce moment, une atmosphère d'effroi inéluctable régnait dans les couloirs du majestueux bâtiment. Le président, que j'avais connu comme un leader fort et décisif, semblait à présent épuisé et presque déconnecté de la réalité. Son visage, habituellement confiant et calme, était maintenant déformé par la peur, comme s'il avait vu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu la Maison-Blanche commencer à recevoir des visiteurs inhabituels. Des dignitaires, des diplomates et des généraux, des personnes de qui n'avaient jamais franchi le seuil de notre patrie sans raison valable, ont commencé à apparaître ici comme s'ils étaient des fantômes d'un autre monde. Ils allaient et venaient, mais il y avait toujours quelque chose d'inexplicable dans leurs yeux, de la peur, de l'anxiété et de la réticence. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque mot qu'ils prononçaient, d'une voix calme, donnait l'impression que quelque chose de sinistre se cachait derrière la façade des affaires ordinaires de l'État. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait la Maison-Blanche, je suis sorti de l'ombre, poussé par l'anxiété et la curiosité, pour écouter les conversations dans le bureau ovale. Par la porte entr'ouverte, j'ai entendu les voix calmes mais anxieuses d'interprètes s'exprimant dans des langues allant du russe au coréen. Je pouvais distinguer des bribes de phrases « Cela ne doit pas être divulgué. Le peuple n'est pas prêt pour cette vérité. » Et soudain, j'entends la voix résolue du président. « Nous ne pouvons plus cacher la vérité. Le peuple a le droit de savoir ce qui l'attend. » Les mots sonnaient avec insistance et, au même instant, une peur glaciale s'est emparée du couloir, comme si quelqu'un d'invisible écoutait chaque mot. Cette nuit-là, alors que la Maison-Blanche semblait abandonnée, j'ai moi-même erré dans ces couloirs sombres. Chaque pas résonnait et les murs semblaient respirer d'anciens secrets. Dans l'un des couloirs, j'ai remarqué un courant d'air anormalement froid qui soulevait la poussière du sol, et d'étranges silhouettes vacillaient dans l'ombre, comme si des personnages invisibles m'observaient. Soudain, j'ai entendu un murmure étouffé. « Ils arrivent !» Une voix qui semblait à la fois humaine et étrangère. Mon cœur battait plus vite et je sentais la main invisible de la peur s'emparer de mon âme. Chaque jour, la tension monte. De plus en plus souvent, le président tenait des réunions privées auxquelles participaient des représentants de puissances étrangères, diplomates russes, chinois, allemands, coréens, des personnes dont le rôle n'était généralement pas mentionné. L'atmosphère de ces négociations est tendue à l'extrême. Les voix des interprètes, habituellement calmes et retenues, se transforment en protestations bruyantes et insistantes. L'un d'entre eux, avec un accent qui lui glaçait le sang dans les veines, a déclaré « Si nous divulguons ces informations, nous ne pouvons pas les divulguer. Si nous divulguons cette information, c'est tout le rapport de force qui va changer sans retour. » À cela, un autre ajouta « Nous ne pouvons pas laisser la vérité s'installer. Nous ne pouvons pas laisser la vérité être connue du peuple. » À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de secrets d'État, mais qu'il s'agissait de lutter contre des forces qui pouvaient déchirer notre monde. Vers le 25 avril 1961, le président m'a convoqué dans son bureau. Sa voix était basse et presque sans vie, et ses yeux vides, qui me transperçaient, trahissaient une profonde terreur. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose d'incroyable derrière sa fenêtre. Des lumières aussi brillantes que le soleil, mais silencieuses, scintillant dans le ciel nocturne, au-dessus de la Maison-Blanche. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe, d'un jeu de lumière et d'obscurité, mais en s'approchant de la fenêtre, il a vu un navire, énorme, immobile, planant au-dessus de nous comme s'il guettait nos destins. Sa voix, tremblante de peur,
disait presque en chuchotant « Ils sont ici, ils reviendront ». Ces mots ont éveillé en moi une terreur indescriptible qui a fait sombrer mon cœur en réalisant que le sort de l'humanité était en jeu. À partir de ce moment-là, la Maison-Blanche est devenue le théâtre de cauchemars. Les couloirs étaient peuplés d'ombres étranges et les murs semblaient apporter des messages terribles annonçant une catastrophe imminente. Chaque nuit, j'avais des visions terrifiantes. Je voyais des silhouettes sans visage courir dans les couloirs, leurs yeux froids brillant dans l'obscurité, et un son semblable au gémissement d'âmes de perdues, criant leur douleur et leur oubli. Ce kaléidoscope cauchemardesque ne me lâchait pas d'une semelle, et chaque matin, je me réveillais avec le sentiment d'être observé, que le danger me guettait à chaque coin de rue. Cette série d'événements s'est poursuivie, faisant de la Maison-Blanche le symbole d'un mystère insondable qui menaçait de détruire tout ce que nous savions. Et au fond de moi, j'ai compris. Le secret que le président gardait était si terrible et si destructeur que sa découverte pouvait conduire non seulement à la chute d'une grande nation, mais aussi à la mort de toute l'humanité. Vers le 25 avril 1961, le président m'a appelé dans son bureau. Sa voix était grave et lourde, comme si chaque mot était prononcé avec beaucoup de douleur et de crainte. Il m'a demandé de venir immédiatement et, en entrant dans son bureau, j'ai vu que son visage était pâle et que ses yeux étaient vides, comme s'il regardait l'abîme de l'inconnu. Il m'a invité à m'asseoir et, baissant le regard, il a commencé à parler avec un sérieux qui glaçait le sang. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Nous ne pouvons plus laisser les gens dans l'ignorance de ce qui se passe autour de nous. Nous avons conclu un accord qui ne peut être annulé, a-t-il déclaré, la voix tremblante mais l'air ferme. Je pense organiser une conférence de presse, un message direct au peuple sur les sociétés secrètes, l'occultisme et l'influence de ces forces sur notre gouvernement. Les gens ont le droit de savoir ce qui les attend. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire d'État, mais du destin de la nation tout entière. J'ai senti un froid effroi m'envahir. Le président, que je connaissais comme un dirigeant fort et confiant, parlait maintenant de divulguer des secrets qui pourraient détruire les fondements de la civilisation. Il a continué comme s'il s'adressait non seulement à moi, mais aussi aux forces invisibles assises dans l'ombre de la Maison-Blanche. Sa voix était devenue presque un murmure, rempli d'angoisse et de pressentiments, lorsqu'il a parlé de ce qu'il voyait dans la nuit sous ses fenêtres. Des lumières brillantes, comme des éruptions solaires, mais silencieuses, comme des fantômes venus d'un autre monde. Puis il a raconté sa rencontre avec des êtres qu'il a appelés les Syriens. « Ils sont venus à nous », a-t-il déclaré, des géants à la peau bleue brillante, minces, presque éphémères, avec des yeux qui semblaient la voir à travers l'âme même. Ils ne parlenaient pas avec des mots, leur discours est transmis par télépathie. Ils prétendent que l'humanité peut entrer dans une nouvelle ère si elle ouvre sa conscience à des puissances supérieures. Mais le prix à payer pourrait être trop élevé. À ce moment-là, j'ai senti mon sang se glacer. Je me suis souvenu de mes propres visions terrifiantes, des cauchemars où les couloirs de la Maison-Blanche se transformaient en labyrinthes de ténèbres et où les murs étaient couverts d'inscriptions sanglantes qui annonçaient le malheur. Une voix étrange a retenti dans ma tête, comme si elle provenait des profondeurs de ma conscience. Ils existent et ils reviendront. La voix ne cessait de répéter et j'ai compris que l'avenir du pays dépendait de la capacité du président à révéler la vérité ou à plonger le monde dans de nouvelles ténèbres. Notre conversation a été interrompue par des bruits de pas et les voix étouffées des interprètes qui discutaient de ce qui se passait à nouveau dans les couloirs où se trouvaient les diplomates de Russie, de Chine, d'Allemagne et de Corée du Nord. Toutes les personnes présentes avaient l'air épuisé, comme si elles luttaient elles-mêmes contre des démons intérieurs, essayant de cacher leur peur de ce qui ne pouvait plus être nié.
L'atmosphère est si tendue que le moindre mouvement semble être un présage de malheur. Le président se lève, son regard se porte sur la fenêtre, où, au-delà de la faible lumière des réverbères, on aperçoit d'étranges lumières. Il dit « Demain, je ferai une déclaration à la presse de la Maison-Blanche. Si tout se passe comme prévu, le 27, je m'adresserai au pays tout entier. » Sa voix était pleine de détermination, mais elle était empreinte d'une profonde crainte. Au même moment, j'ai compris que le moment approchait où la vérité pourrait être révélée et où le sort de toute la civilisation en dépendrait. Cette nuit-là, mes rêves se transformèrent à nouveau en un terrifiant kaléidoscope d'images. Je voyais la Maison-Blanche plongée dans l'obscurité, ses couloirs remplis de silhouettes courant comme des ombres silencieuses, et j'entendais des gémissements comme si les âmes de personnes perdues appelaient à l'aide. Chaque bruissement semblait annoncer une nouvelle tragédie, et chaque écho, le signe que le prix à payer pour percer le mystère serait insupportable. Et c'est ainsi que le jour fatidique est arrivé. Le 22 novembre 1963, le monde est au bord d'une catastrophe monumentale. Une déclaration officielle promettait un message important et des rumeurs de changements historiques imminents se répandaient dans tout le pays. Mais personne n'aurait pu imaginer que c'était le jour où un véritable chaos allait éclater. Je n'étais pas dans la voiture avec le président, mais en arrivant sur les lieux de la tragédie de Dallas, j'ai été témoin de l'horreur qui a déchiré le calme des rues. Le bruit des sirènes, les cris de panique et les bribes de bruit de destruction se sont fondus en une seule et même incarnation angoissante du malheur. Cette nuit-là a été le point culminant de toutes les peurs et de toutes les angoisses accumulées au fil des ans. La voix des Syriens, celle-là même qui résonnait dans mon rêve, résonnait dans mon esprit comme un sinistre avertissement. Fais attention, John. La mort du président, dont la tête a été arrachée à ce moment fatidique, n'était que le début d'une nouvelle ère d'horreur dans laquelle la vérité et le mensonge étaient si inextricablement mêlés que chaque instant successif devenait un cauchemar auquel il n'y avait pas d'échappatoire. Après le jour fatidique du 22 novembre 1963, le monde a sombré dans le chaos et les ténèbres ont semblé envelopper non seulement les rues de Dallas, mais l'âme même de notre nation. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là n'étaient pas seulement une tragédie, mais le point de départ d'une ère nouvelle et inquiétante. Malgré les déclarations officielles, le monde savait que le coût réel de la découverte de secrets anciens commençait à peser sur nous comme un poids inexorable. Moi, Clint Hill, laissé seul face à cette terrible vérité, j'ai senti des forces invisibles commencer à imprégner chaque recoin de mon être. La nuit, j'ai eu des visions terrifiantes. Les couloirs de la Maison-Blanche se sont transformés en labyrinthe d'ombre, où les murs, comme s'ils étaient d'eau vivant, étaient recouverts d'inscriptions sanglantes qui annonçaient le malheur. J'ai vu des silhouettes apparaître dans les rues abandonnées de Dallas, courant entre les ruines comme des échos d'âmes disparues, appelant à l'aide, et des lumières vaciller dans le ciel pour rappeler que l'obscurité ne disparaît jamais. Chaque jour qui passe, le sentiment d'un danger imminent s'accentue. Les gens, intoxiqués par le chagrin et la peur, se précipitaient dans les rues. Dans les rues, les yeux remplis de la même terreur que celle que je ressentais chaque nuit. Les fonctionnaires et les diplomates, auparavant sûrs de leur calme, se regardaient à présent en silence, comme s'ils essayaient de comprendre le pouvoir qui se cachait derrière tous ces mystères. Même l'air semblait saturé de peur et d'incertitude, et il semblait que la nature elle-même était prête à trembler devant la catastrophe imminente. Un jour, au crépuscule, alors que la pluie commençait à tomber à verse, je me suis mis à la fenêtre de mon petit abri, essayant d'apercevoir un signe de paix.
mais dans le ciel, j'ai vu quelque chose d'inexplicable. Un énorme navire, planant silencieusement au-dessus de la ville, se reflétant dans les flaques d'eau de pluie, comme un fantôme inquiétant venu d'une autre dimension. À ce moment-là, la voix des Syriens, froide, détachée et impitoyable, a résonné à nouveau dans mon esprit. L'humanité n'est pas prête pour la vérité. Le prix de la connaissance est le supplice éternel. Ces mots semblaient en pénétrer chaque cellule de mon corps, me faisant frissonner et prier pour un salut qui, je le savais, ne viendrait jamais. Les longs jours et les nuits se confondaient en un tourment sans fin. Il me semblait que la Maison Blanche, autrefois symbole de grandeur et d'espoir, était devenue une forteresse de cauchemars et de peur. Les couloirs étaient manteaux et remplis de chuchotements et de gémissements silencieux, et des créatures invisibles, telles des ombres d'années passées, se faufilaient entre les murs anciens, laissant derrière elles un silence froid et inquiétant. Chaque nouvelle rencontre du président avec des représentants étrangers apporte son lot de mystères et d'inquiétudes. Les diplomates, dont les visages exprimaient le désespoir, tentaient de trouver une explication raisonnable à ce qui se passait, mais ils semblaient eux-mêmes pris au piège de la peur et de la morosité. Mais les nuits se transformaient en un cauchemar où le passé et l'avenir se confondaient en une vision angoissante. Dans mes rêves, j'ai vu des villes s'effondrer, des flammes et de la fumée envahir les rues, et des gens disparaître dans les ténèbres, comme s'ils se dissolvaient dans l'abîme. J'entendais des gémissements venant du sol, et je sentais les mains froides d'un ennemi invisible serrer mon cœur. Et chaque fois que je me réveillais, je me demandais si je pourrais un jour oublier les images horribles qui me hantaient chaque nuit. Je me suis rendu compte que ces ténèbres n'est pas un phénomène temporaire, mais une malédiction éternelle due à un accord conclu entre le président et des forces qui nous dépassent. Aveuglé par son désir de changer le monde, il a mis en jeu non seulement sa vie, mais aussi le destin de toute l'humanité. Sa décision de dire la vérité sur les sociétés secrètes, l'occultisme et l'existence des Syriens a été le tournant à partir duquel tout a changé. La vérité qu'il s'apprêtait à révéler n'était pas destinée à être connue de tous, une vérité qui aurait pu révéler l'essence même de l'existence, mais qui s'est avérée trop lourde pour l'esprit humain. C'est ainsi que je vis aujourd'hui, seul, dans l'obscurité et avec un insupportable sentiment de culpabilité. Je me souviendrai toujours du jour où le monde a perdu son leader et où notre civilisation a plongé dans un maelstrom d'horreur causé par une connaissance que nous n'étions pas censés connaître. Et chaque nuit, alors que l'obscurité s'abat sur le pays, j'entends une voix sinistre qui répète une chose. Vous ne pouvez pas oublier. La vérité exige un sacrifice et le prix à payer sera éternel. Que ma confession soit un avertissement pour les générations futures. N'essayez jamais de jouer avec des forces qui vous dépassent, car chaque révélation d'un savoir interdit peut déchirer le tissu de la réalité et vous laisser à jamais emprisonné dans une terreur éternelle.